on va démarrer la journée ce matin avec les conférences pendant les 2 premières heures. Bien sûr, n'hésitez pas, c'est des conférences, mais il y a aussi de beaux échanges à faire à l'issue de ces échanges, de ces données qui vont vous être présentées. Et cet après-midi, ça va continuer avec des ateliers pratiques, des stands avec des outils qui vous seront présentés, que vous pourrez utiliser peut-être de votre côté ou que des enseignants pourront aussi s'approprier exactement. Et à midi, on a une restauration possible avec Julien qui nous prépare des nouilles. Elles sont super bonnes, c'est des nouilles réunionnaises. Enfin, c'est très très bon. Donc, du coup, première conférence TDAH et addiction avec Sébastien de l'association. Alors merci de nous donner l'opportunité de présenter effectivement ce sujet du TDAH et les addictions. Alors c'est pas le sujet le plus léger du monde. Et alors mon idée en fait par rapport à ce sujet, c'est un sujet qui est très 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 vaste, qui soulève énormément de questions et qui n'est pas forcément très très nuancé d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on a tendance à un petit peu faire l'association entre TDAH et addiction. Peut-être une association un petit peu rapide. Donc ce que j'ai voulu faire à travers cette présentation, c'est d'amener un petit peu de nuance justement sur cette question et de voir comment est-ce que je pouvais faire pour rebondir en fait, d'une question à une autre. C'est-à-dire que plutôt d'essayer d'être exhaustif, de tout présenter, simplement aller d'une question à une autre comme ça et suivre un fil de questions. Je vais vous montrer ça. Alors, je commence effectivement par quelques généralités sur les addictions. Concernant les addictions que j'aimerais bien présenter aujourd'hui, c'est les substances, en fait c'est par rapport aux substances les plus consommées en France. La première c'est le tabac, avec la cigarette électronique qui se développe en ce moment. La seconde c'est l'alcool, et la troisième c'est le cannabis. Donc, je vais vraiment focaliser sur ces trois substances. En termes de chiffres, effectivement, je présente quand même quelques statistiques juste pour voir un petit peu, pour avoir une idée de ce à quoi ça peut ressembler pour la population générale. Donc effectivement, le tabac et la cigarette électronique, c'est consommé au quotidien par 27% des personnes en France. L'alcool, c'est 10% au quotidien. Et parmi les Français, effectivement, 5% consomment 6 verres en plus lors d'une même occasion et toutes les semaines. Et le cannabis concerne 3,6% des personnes qui ont une consommation d'au moins 10 fois par mois. Juste un petit parallèle aussi par rapport à l'adolescence. L'adolescence, en fait, effectivement, c'est la période où il y a les premières consommations de substances illicites et d'alcool. Et concernant les adolescents, le tabac, 39% des adolescents consomment du tabac, 32% du cannabis et 12% de l'alcool. Dans ces chiffres qui datent de 2014, est-ce que c'est encore totalement d'actualité aujourd'hui? Ça a peut-être un petit peu évolué, mais c'est ce que j'ai trouvé le plus récent. Et effectivement, ces troubles liés à la consommation de substances peuvent être majorés par certains autres troubles, notamment le TDAH. Juste un bref rappel sur le TDAH, à quoi ça correspond. Effectivement, c'est le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Déjà ça c'est intéressant, je parlais de nuance tout à l'heure, on en a déjà vu, c'est pas nécessairement tout le temps la même chose. Il y a effectivement 3 présentations différentes, une présentation plutôt inattentive, une présentation avec l'hyperactivité et l'impulsivité, et une troisième présentation qui combine les deux. C'est un trouble neurodéveloppemental, alors j'ai mis quelques mots en rouge, je vais y revenir après. Et c'est un trouble aussi qui a une origine assez complexe, qui peut être majoritairement génétique. C'est au niveau des chiffres, apparemment, dans 76% des cas, l'origine du TDAH est génétique. Ça peut être aussi neurologique, environnementale. Au niveau de ses caractéristiques, le TDAH, il y a effectivement des difficultés attentionnelles. Alors, c'est ne pas faire attention aux détails, des étourderies, de la distractibilité. L'hyperactivité, c'est le fait de ne pas tenir en place. C'est moi. L'impulsivité, c'est l'idée d'agir avant de réfléchir. Et effectivement, là aussi, c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Pour qu'il y ait un diagnostic de TDAH, il faut qu'il y ait au moins 6 symptômes sur 9. Alors, par dimension, ça veut dire en fait 6 symptômes pour l'inattention et 6 symptômes pour l'hyperactivité pendant plus de 6 mois.
Mais là aussi, si c'est un tome sur 9, ça questionne, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas les mêmes. Donc ça, c'est encore un petit point de nuance. Et effectivement, en dernier lieu, il faut qu'il y ait un retentissement négatif de ces symptômes dans plus de 2 contextes différents. À l'école, à la maison, chez la nounou. Voilà. C'est ça l'idée des contextes. Oui, concernant les chiffres, effectivement, au niveau des adolescents, il y a 5,9% des adolescents qui sont concernés par le TDAH. C'est un adolescent sur 20. Et le trouble persisterait à l'âge adulte pour 65% de ces adolescents. Donc plus d'un adolescent sur 2. Voilà, alors ça c'est en fait le premier point de questionnement, c'est le premier fil que j'ai envie de tirer dans ce questionnement. C'est effectivement, est-ce qu'on peut parler d'un TDAH ou des TDAH en fait, un TDAH unique. Il y a des présentations différentes, comme on vient de le voir, il y a 6 symptômes sur 9, on puisse catégoriser le TDAH comme tel. Là, je sais pas, je suis pas mathématicien, mais je sais pas ce que ça peut donner en termes de chiffres, des présentations différentes, quand on doit en avoir au moins 6 sur 9. Je pense que ça en fait un certain nombre. Il y a effectivement des origines multiples, et il y a la partie développementale. Alors ça, j'aimerais bien en reparler un petit peu plus tard, parce que ça m'amène un questionnement un petit peu plus spécifique. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, le TDAH, c'est pas une étiquette unique. Alors, concernant effectivement les consommations de substances pour le TDAH, effectivement, dans le TDAH, il y a un risque de développer une consommation abusive de substances qui est 2,5 fois supérieure à la moyenne. Je plombe un peu l'ambiance en disant ça, mais c'est la réalité des chiffres. Plus précisément, effectivement, pour les 3 substances qui m'intéressent pour cette présentation, c'est les 3 fois supérieures pour le tabac, 1,7 fois supérieure pour l'alcool et 1,5 fois pour le cannabis. Il y a aussi une autre étude qui a montré que le nombre de cigarettes fumées par jour est fortement corrélé avec les symptômes du TDAH, c'est-à-dire plus le TDAH est sévère, plus on aura tendance à fumer de cigarettes. C'est ce que révèle cette étude. Et de la même manière, quand on va voir de l'autre côté, du côté de la lyptologie, on voit qu'une personne sur 6 traitée pour consommation abusive de substances est concernée par le TDAH. Alors oui, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que dans le TDAH, on est tous égaux face au risque? Et là, pareil, il s'agissait de tirer un fil. Il y a beaucoup de questionnements possibles, beaucoup de manières d'aborder cette question. Moi, je me suis posé la question de savoir ce qu'il en était en fait, pour les filles et les garçons. Je me suis dit c'est quand même une différence qui peut être intéressante. Donc, je propose d'aller jeter un coup d'œil effectivement à quoi ça peut correspondre pour ces 2 populations. Donc effectivement, comment s'exprime le TDAH en fonction du fait qu'on soit une fille ou un garçon? Déjà, on voit que le TDAH est présent dans toutes les cultures. Donc c'est pas quelque chose de purement occidental, de purement lié à notre société, à nous. On le retrouve partout. Et d'une manière générale, effectivement, il y a une disparité. Il y aurait plus de garçons que de filles qui seraient concernés par le TDAH. Avec, d'après ce que j'ai pu trouver, un ratio d'une fille pour 2 garçons. Je suis aussi allé voir du côté du DSM, qui est un peu la Bible à l'heure actuelle en psychiatrie, qui dit qu'effectivement, pour les filles, il y aurait des caractéristiques plus inattentives. C'est-à-dire qu'on aurait plutôt la présentation inattentive, avec le fameux TDA sans le H. C'est ce à quoi ça pourrait correspondre chez une fille d'après le DSM. Effectivement, les filles auraient plus de comorbidités psychiatriques, c'est-à-dire plus de troubles comme associés au point de vue psychiatrique, avec des difficultés liées au sommeil, aux émotions, la dépression, l'anxiété. Je peux en rentrer un peu. Elles seraient a priori toujours, d'après cette étude, plus souvent divorcées et auraient une grande stabilité professionnelle. Désolé. En revanche, ce qui est intéressant sur cette étude supplémentaire, c'est que les filles auraient moins de difficultés au niveau comportemental. Donc effectivement, le TDAH serait un petit peu moins visible chez les filles, parce qu'il n'y a pas cette dimension comportementale. En revanche, l'aspect cognitif, les difficultés cognitives seraient majorées chez les filles. Ce qui amène à dire qu'effectivement, pour les filles, le trouble est plutôt internalisé, avec la fameuse dépression ou l'anxiété. Et pour les garçons, le trouble serait plutôt externalisé, avec de l'opposition, des troubles des conduites. Alors effectivement, comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences? Immédiatement, j'ai envie d'aller regarder un peu ce que ça donne. Il n'y a pas énormément de choses au niveau de la littérature.
Néanmoins, j'ai quand même trouvé 2 études. La première qui disait que effectivement cette différence elle pouvait être expliquée par une stratégie d'adaptation de la part des filles. En gros, les filles seraient plus à même de compenser les symptômes du TDAH, elles masqueraient leurs symptômes, contrairement aux garçons. Et il y a une autre étude qui parle effectivement d'une hypothèse sociale, comme quoi les filles, si elles expriment la dimension comportementale du TDAH, elles seraient plus soumises à une forme de rejet de la part des pairs. Donc ça pourrait être une autre explication. Voilà, ça reste des hypothèses, mais elles sont ce qu'elles sont, mais elles ont peut-être un intérêt. Alors ouais, la question là, qui se pose, c'est effectivement, est-ce que la consommation de substances dans le TDAH pourrait être justement une stratégie d'adaptation? Parce que là, quand on a cette différence entre les filles et les garçons, on peut aller le questionner. Et justement, là, je suis allé regarder ce qu'il en était entre les filles et les garçons atteints du TDAH et voir un petit peu quel était leur degré de consommation de substances. Et effectivement, c'est un slide qui est assez chargé parce qu'il y a des informations à ce niveau. Il y a une première étude qui a été faite sur des jumeaux, avec un jumeau garçon, un jumeau fille. Et effectivement, comme de la même manière que pour la population générale, on voit que pour les 2 jumeaux, en fait, le risque de développer une consommation abusive de substances est plus important chez les 2 jumeaux. Donc tous les 2 ont un risque accru. En revanche, ce que cette étude révèle et qui est assez intéressant, c'est que le risque est majoré chez la fille par rapport aux garçons. Donc effectivement, le contexte est le même. C'est des jumeaux, le contexte est le même, ils vivent au même endroit, ils ont la même culture, le même environnement, et pourtant le risque est supérieur chez la fille. Ça, je trouve, effectivement, ça questionne. Après, effectivement, il y a d'autres études qui vont venir confirmer ça, des études qui sont assez importantes, je les ai notées, je ne peux pas nécessairement les détailler. Effectivement, une étude qui a été faite sur 2510 des adolescents. Ils les ont étudiés de 11 à 18 ans. Et ils ont regardé ce qu'il en était par rapport à la consommation de substances. Et là, pareil, les chercheurs ont trouvé que la consommation de substances était plus importante chez les filles que chez les garçons. De la même manière, les autres études amènent des conclusions similaires, avec toujours effectivement ce risque qui est accru chez les filles par rapport aux garçons. Alors ouais, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que le TDAH, c'est une espèce de roulette russe à laquelle on joue et est-ce que l'addiction peut nous tomber dessus un petit peu au hasard et ça m'a amené à aller explorer la question des trajectoires développementales. Alors je reviens un petit peu à au point que je voulais aborder avant, effectivement, comment ça se développe. Là, j'ai amené deux concepts que je trouve intéressants. C'est des concepts qui viennent de la psychopathologie développementale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on développe une pathologie au niveau psychologique. Alors, le premier, effectivement, c'est le principe, ce qu'on appelle l'équifinalité. C'est-à-dire que différentes trajectoires développementales peuvent arriver à un même résultat. Je vais essayer de voir si j'ai accès au laser. C'est-à-dire si on a l'addiction qui est là, on voit qu'il peut y avoir plusieurs points de départ en fait, qui peuvent nous amener à cette addiction. Ce n'est pas nécessairement les mêmes. Et il y a un autre principe, qui est le principe miroir, qui s'appelle la multifinalité, où effectivement un même facteur de départ peut arriver à différents résultats développementaux. Là, ce qui est intéressant, c'est que si on prend le TDAH comme point de départ, en termes de nuances, on a déjà vu avant qu'il n'y a pas un TDAH, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de présentations différentes. Donc déjà, c'est pas aussi simple, le plan de départ n'est pas aussi clair que ça. Et ce qui va se passer, c'est que les événements de vie vont également avoir une incidence sur ces trajectoires. Tout le monde n'arrivera peut-être pas au même point. Donc effectivement, comme je mentionne, le TDAH, c'est pas une inscription directe sur la trajectoire des addictions, c'est pas du tout une obligation. Et voilà, je reprends un petit peu les mêmes éléments. Mais la question qui peut se poser maintenant, c'est effectivement pourquoi est-ce qu'une personne prend une trajectoire plutôt qu'une autre. Alors j'ai rien trouvé par rapport aux addictions en tant que telles. Je pense que c'est un sujet d'étude qui pourrait être intéressant à creuser. En revanche, j'ai trouvé une étude qui évoque
la trajectoire développementale qui amène du TDAH à la dépression. Et là, c'est assez intéressant parce que cette étude révèle que le TDAH, en fait, c'est systématiquement le premier trouble à apparaître. Ils ont étudié en fait le trouble des conduites, le trouble des conduites, le trouble oppositionnel, le fameux TOP, la dépression et l'anxiété. Et ils ont essayé de voir s'il y avait une séquence en fait, d'apparition de ces troubles, justement pour révéler un petit peu la trajectoire développementale dans le TDAH. Et effectivement, il s'avère qu'il n'y a aucun trouble, systématiquement, c'est le TDAH qui apparaissait en premier, il n'y a aucun trouble qui venait avant. En revanche, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le TDAH systématiquement prédisait le TOP. Il ne prédisait pas l'anxiété, il ne prédisait pas le trouble des conduites, il ne prédisait pas directement la dépression. Il fallait passer par le TOP. Et à partir de ce trouble oppositionnel avec provocation, il peut aller sur le trouble des conduites, il peut aller sur la dépression, il peut aller sur l'anxiété. Donc là, ça commence déjà à se ramifier en termes d'arborescence. De la même manière, pour aller à la dépression, le trouble des conduites doit nécessairement passer par un désengagement social, un rejet de la société, des situations d'échec ou des expériences scolaires négatives. En fait, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cet ensemble ou ce désengagement social de manière générale, en fait, la personne atteinte de TDAH ne passe pas à la dépression. Ça m'amène effectivement à la réflexion suivante. Qu'est-ce qui se passerait en fait si on diagnostique le TDAH de manière très très précoce? Est-ce qu'il serait possible justement de ne pas aller sur le TOP? De la même manière, quand on a un TDAH avec un TOP, si on agit directement sur le trouble positionnel, est-ce qu'on a moyen d'empêcher la suite d'arriver? C'est vraiment cette idée, quand on pense en termes de trajectoire, de voir à quel endroit on peut intervenir sur les trajectoires, de manière justement à influencer le devenir et pas aller jusqu'à cette fameuse dépression qui, rappelons-le, est quand même un prédicteur majeur du trouble d'usage de substances, effectivement, ou des addictions d'une manière générale. Donc voilà. Je vais terminer en fait sur cette phrase, effectivement, d'Héraclite. Je trouve qu'il collait bien avec l'idée de trajectoire, que rien n'est permanent sauf le changement. C'est pas parce qu'on est arrivé effectivement au bout de l'arborescence que c'est fini, que c'est une fatalité. Il n'y a rien qui est déterminé à l'avance, il est toujours possible de changer. Voilà. Merci.